bonsoir à ceux qui se sont connectés. Je suis ravie d'accueillir ce soir Jean Materne et Guillaume Périllou, par ailleurs parrain de la librairie à l'instant, pour donc parler du dernier livre, et peut-être pas que du dernier livre de Jean Materne, donc Suite en do mineur, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai connu Jean Materne à travers Le Bleu du Lac, où j'ai vraiment adoré. J'ai lu depuis Une vue exceptionnelle et Suite en do mineur, et je suis contente parce qu'il me reste encore 3 livres à découvrir avant, peut-être plus, j'espère que j'en oublie pas. Voilà, donc ça va durer une quarantaine de minutes. Si vous avez des questions, vous les posez sur Instagram, et moi bien sûr je les relayerai. Merci. Merci Sandrine, merci Jean du coup d'être venu. Elle se trompe pas, c'est le 6e alors, c'est ça? Je crois que c'est le 7e. Ah, le 7e? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait la liste? Alors il y a eu en 2008 Les Bains de Kiraldy, en 2010 De lait et de miel, en 2012 il y a eu Simon Weber. Ouais. Ensuite il y a Septembre chez Gallimard. Ensuite il y a un petit essai psychanalytique qui s'appelle De la perte et d'autres bonheurs dans la collection psychanalytique de Gallimard, Connaissance de l'inconscient. Ensuite, il y a Le Bleu du Lac, Une vue exceptionnelle. Et voilà. Donc ça fait 7 romans et un essai en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Les 3 premiers, parfois je les appelle la trilogie des Weber, parce que les personnages sont encore plus interconnectés, on en parlera tout à l'heure que dans les autres romans, parce que tous mes personnages ont un petit lien, plus ou moins direct. Et voilà, dans les 3 premiers, ce lien est un peu plus évident, parce que 3 générations fait d'une même famille. Oui. Et celui-ci, Suite en do mineur, on commence par la question compliquée, comment est-ce que tu le résumerais, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et sans en dire trop? C'est un homme qui a, à l'occasion d'un voyage, en fait, est amené à faire un bilan de sa vie il y a 50 ans. D'ailleurs, c'est un cadeau d'anniversaire, ce voyage organisé auquel il participe. Il n'a pas les voyages organisés, donc ça commence mal. Enfin, c'est un cadeau quand même. Il est à Jérusalem et puis il croit revoir une personne qui a beaucoup compté dans sa vie. Une femme qu'il a beaucoup aimée, 27 ans plus tôt. Et il croit apercevoir sa silhouette en fait dans la vieille ville de Jérusalem. Ça l'amène à faire comme ça un retour sur soi, sur son passé, sur cette histoire, sur l'importance de cette histoire pour lui. Et puis peut-être aller vers autre chose à la fin de ce voyage. L'importance d'une histoire 27 ans plus tôt qui a duré seulement 3 semaines, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça. Donc en fait, une histoire d'amour sans doute la plus importante de sa vie, qui l'a marqué en tout cas le plus fortement. Oui, c'est la question de l'intensité et de la durée, en fait, qui est une question intéressante, je crois, qu'on peut tous rencontrer dans nos vies. Parfois des instants très puissants, très forts, très marquants, malgré vraiment le peu de temps que ça occupe en fait dans notre quotidien, dans notre vie, peuvent laisser une trace tellement profonde que ça modifie tout un parcours. Et c'est un peu le cas il s'appelle Robert, le narrateur du livre. C'est un peu ce qui est arrivé à Robert. Alors, ce n'est jamais par hasard en fait que cette femme qui s'appelle Madeleine a représenté pour lui. Ça fait suite aussi à son histoire qu'on découvre aussi dans le roman, parce qu'il revient non seulement sur cette histoire d'amour, mais il revient aussi sur son enfance, sur la mort de ses parents, sur pourquoi Madeleine est arrivée à ce moment-là, comment elle est arrivée et pourquoi elle a pris cette place-là dans sa vie en fait. Oui. Et puis il y a quand même vraiment un deuxième thème dont je n'ai pas du tout encore parlé, mais qui est vraiment essentiel pour moi et qui explique un peu le titre, c'est que cette absence de Madeleine, en fait, cette absence, il la gère entre autres en apprenant le violoncelle. D'où voilà, cette importance de Bach et de cette suite, une des 6 suites pour violoncelle de Bach. Il apprend le violoncelle avec un professeur qui va devenir son ami, et l'amitié, parce que pour compléter comment résumer ce livre, on pourrait dire évidemment que c'est un livre sur le souvenir, sur la relation amoureuse et le souvenir de cette relation amoureuse. Il me semble aussi que c'est beaucoup
quelque part sur l'amitié aussi. Oui. L'amitié de ce professeur de violoncelle, et puis peut-être aussi sur la solitude, puisque finalement ce libraire, puisque le personnage est libraire, Robert, est seul et va peut-être aussi compenser cette solitude que tu appelles irréductible à la condition humaine par la musique. Oui, c'est vrai, il compense, entre guillemets, ou il gère, comme on dirait aujourd'hui, c'est un vilain mot que je ne mettrai jamais dans un de mes romans. On espère, on espère. Voilà, enfin, maintenant, voilà, évidemment, je ne trouve pas d'autres mots, c'est toujours pareil quand on est un peu sur... À l'oral, voilà, à l'oral, on a le droit, d'accord, merci, t'es gentil. Et il gère cette solitude à la fois par la littérature, par son métier de libraire, quand même, ça remplit ses journées, et c'est très important pour lui. Donc c'est aussi un livre sur le métier de libraire, et sur ce rôle de passeur de livres. Il y a tout un apprentissage à la fois autour de la littérature pour lui, parce qu'il n'était pas forcément destiné à ce métier, et aussi à la sociabilité, puisqu'il apprend aussi en fait à parler aux clients, aux lecteurs qui rentrent dans la librairie. Et justement, ça va avoir aussi un impact sur sa solitude, sur comment il est dans la vie, etc. Mais tu as évoqué son professeur de violoncelle, et c'est un peu mon personnage préféré. Enfin, moi j'aime tous mes personnages. Je pense que c'est important d'avoir de l'empathie pour ces personnages quand on écrit. Mais Johan c'est mon personnage préféré dans le roman. Ah. Et c'est vrai que... Johan sans ressemblance aucune avec Bach, bien sûr. aucune. Et c'est vrai que, puisqu'on a tout au début déjà évoqué un peu les liens qu'on peut établir entre les différents romans, c'est vrai que l'amitié est un thème qui revient aussi beaucoup. Comment une amitié forge une vie, modifie la tonalité d'une vie en fait. Comment les amitiés nous accompagnent. Parfois il y a des histoires de rupture comme dans De lait et de miel. Mais il y a un questionnement autour à la fois de la naissance du sentiment amoureux évidemment dans ce livre, mais aussi à l'importance du sentiment amical. Ah oui, bien sûr. Voilà, et puis alors pour parler de ce qui est commun à tes autres livres, on pourrait dire aussi d'emblée que la musique et la musique classique étaient aussi dans le précédent, tout simplement. Oui. Et puis il y a autre chose, il y a, pour en venir plus précisément, à celui qui offre le voyage au narrateur, qui est son neveu, Émile. Et Émile, en fait, est dans le précédent aussi. Oui, c'est un des 3 narrateurs du précédent, exceptionnel. Sauf que là, on le retrouve, oui, des années avant, puisque dans celui-ci, Émile est bien plus jeune que dans le précédent. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Quelle est pourquoi est-ce que tu as cette volonté de tirer des fils de personnages comme ça de livre en livre ? J'aime bien l'idée de l'écrivain démiurge qui crée des univers complets, ça me plaît. Et donc créer des passerelles entre mes personnages, ça me permet évidemment d'aller vers différentes époques, parce que comme tu viens de dire, on retrouve les personnages mais pas au même âge. Ça permet d'explorer des mondes qui se rencontrent et du coup de développer tout un panorama comme ça de relations humaines. Et donc aussi alors que souvent des lecteurs me disent, ou des journalistes aussi disent ça sur mes livres, que je suis plutôt un écrivain de l'intime. Je trouve que par cette dimension-là de mes livres, il y a quelque chose d'un peu plus vaste, qui va vers un miroir de nos sociétés à différents moments d'époque aussi, parce que oui, si on regarde vraiment depuis le début, De lait et de miel, ça commence dans les années 30 en Roumanie, donc d'autres livres sont très contemporains. Donc ça me permet de pointer comme ça, de prendre différentes périodes historiques, de capter des ambiances dans une société, même si c'est peut-être pas forcément ce qui domine dans mon écriture, mais c'est quand même présent pour moi. Et donc cette idée de créer un univers à travers ces personnages qui sont interconnectés, qui se croisent, et puis ça m'amuse. Il y a même il y a pas que
des personnages, il y a des lieux aussi, puisque la librairie de Bar-sur-Aube, en fait, quelque part est présente, parce que ce personnage, donc le narrateur de ce roman est libraire à Bar-sur-Aube. Cette librairie est présente dans le dernier. On est ici dans une librairie. Est-ce que la librairie, elle est, comme pour le narrateur, chez toi, un lieu, j'imagine, de réconfort ou un petit peu une place à part dans le monde et dans la société, dans l'époque, justement? À la fin du livre, je m'excuse parce que cette librairie n'a jamais existé, je l'ai imaginée, mais elle a un peu existé ailleurs, donc j'ai déplacé à Bar-sur-Aube en fait cette librairie. Et depuis mon enfance, oui, la librairie, tout comme la musique, c'était des lieux de confort pour moi et de réconfort. De réconfort, hein. Aussi de confort, pas seulement de réconfort. C'est important, peut-être de se sentir bien à la fois dans la musique et dans une librairie et dans la lecture. Oui, j'ai eu la chance en fait de fréquenter les librairies depuis que je suis tout petit avec mes parents. Ça faisait partie des choses qu'on faisait en famille. Les bibliothèques, les librairies. C'était des lieux qu'on fréquentait, tout comme le conservatoire, l'école de musique, où j'étais inscrit dès l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont... C'est pour ça qu'il y a la présence de la musique classique dans quasiment tous les livres. C'est tout simplement des choses comme ça qui viennent naturellement dans mon imaginaire, parce qu'on travaille avec ce qu'on est, Alors que, je tiens à préciser, aucun de mes livres n'est à proprement parler autobiographique. Seulement, évidemment, ces matériaux-là... sont quand même en fait l'étoffe de nos vies qui se retrouvent dans notre écriture, dans notre imaginaire et la musique pour moi elle est venue très tôt, comme encore une fois fréquenter des librairies, apprendre un peu à appréhender ce lieu. C'est pas forcément évident pour tout le monde à discuter, à oser poser des questions à des libraires. Je me souviens encore quand j'étais adolescent, c'était pas évident d'aller vers des libraires. Au début j'envoyais mes parents poser des questions pour moi. Bon, des choses comme ça, on apprivoise au fur et à mesure. Mais c'est des lieux qui ont compté pour moi. Il y a beaucoup de librairies comme ça. Et c'est très subjectif en fait, une librairie, parce que on peut même en fait avoir des points de vue très différents sur ce qui est important dans une librairie en fait. Il y a évidemment le choix des livres sur les tables, mais il y a aussi une question d'ambiance tout simplement. Donc il y a le mobilier, il y a le sourire de la personne qui vous accueille ou le pas sourire. Toutes ces choses-là qui sont très, très subjectives, mais qui comptent pour moi beaucoup en fait pour me faire sentir à l'aise en fait dans ce lieu. Autre chose encore une fois commune, il me semble, dans le précédent, il était aussi quelque part question de filiation d'un fils, là il est question d'un neveu. Est-ce que tu sais d'où ça vient et pourquoi tu veux écrire autour de ça? La transmission est certainement une des choses qui m'interrogera toute ma vie. Fait, comment on transmet entre un père et un fils, entre le père que je suis, le fils que j'ai été, le neveu, le cousin, les choses qu'on se transmet aussi entre amis, comment ça se passe. Et ça vient peut-être un tout petit peu du fait que mes parents étaient plutôt assez taiseux sur leur enfance, leur adolescence, sont marqués par la guerre, comme cette génération avait souvent du mal en fait à transmettre ça, voire une volonté de ne pas transmettre parce qu'on pensait que ce vécu-là était traumatique et qu'on n'avait pas envie de donner cet héritage-là à ses enfants. Et je crois que ça m'a autant marqué, les histoires qu'on ne m'a pas racontées m'ont autant marqué que les histoires qu'on a bien voulu me raconter. Et l'interrogation sur comment il y a une transmission par les mots, par la parole, et une transmission inconsciente, et comment ces deux-là se conjuguent, c'est quelque chose qui m'interroge. Maintenant déjà j'ai des enfants assez grands pour qu'ils me renvoient des choses qu'eux ils ont retenues de leur enfance, qui ne sont pas forcément les choses qui moi m'ont marqué en fait dans leur enfance. Donc c'est ça aussi qui est très étrange de voir que le billet ne peut pas du tout être le même, le regard qu'on peut avoir sur ce qui est important, ce qui ne l'était pas. Donc tous ces mécanismes-là à l'œuvre en fait qui vont former un être humain, son caractère,
sa sensibilité. Ça reste une interrogation vraiment essentielle pour moi et je pense que la littérature, elle répond à ça aussi. Et pour moi, c'est un des moteurs en fait de l'écriture, de répondre à ça. J'allais dire peut-être paradoxalement, je trouve que l'identité juive, j'allais dire des parents du narrateur, elle est assez brièvement dépeinte et le narrateur en parle assez peu dans ce livre. Est-ce que c'était voulu ou pas? Là, peut-être, c'est aussi le reflet de ce silence qui régnait dans ma famille autour de ça. Ouais, donc, je pense que j'arrive à évoquer ça parce que je ne peux pas évoquer une identité plus forte, plus marquée, parce que je ne l'ai pas connue. Là, il n'y a en effet à nouveau pas quelque chose de autobiographique de manière factuelle, mais dans cette ambiance que je peux évoquer et ce côté un peu indirect que tu évoques, là c'est quelque chose qui vient sans doute de la manière dont j'ai moi-même vécu tout ça. Et est-ce que écrire des livres, quand on parle de transmission, c'est aussi dans ce but? Alors la question du but quand on écrit, là tu vas nous amener loin. Et sans doute la question la plus difficile. Moi je pense qu'il y a tellement de construction a posteriori quand on se dit j'ai voulu dire ça avec mon roman, en fait bien tous sûr. les auteurs. Mais je veux dire même le simple fait d'écrire finalement, le fait d'écrire des livres, est-ce que derrière ça il y a une idée ou inconsciente ou consciente de transmettre quelque chose ou de laisser quelque chose? Moi ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que mes livres commencent toujours par des voix. J'entends des voix. J'ose le dire publiquement. Et j'aime être l'interprète, en fait, la roue de transmission de ces voix-là. Donc, en effet, le but est de laisser quelque chose, comme un phonogramme, de capter quelque chose, et donc forcément de donner la possibilité aux autres d'entendre ces voix-là. Donc oui, j'aime l'idée de pouvoir faire entendre ce que, alors je vais vraiment passer pour fou, de ce que moi j'entends dans ma tête, de faire ça, de faire entendre ça aux autres. Ça c'est une transmission sans doute aussi à nouveau. Bon, il n'y a pas alors d'un point de vue encore plus peut-être profond l'idée de laisser quelque chose après toi, enfin tu vois, est-ce que des livres c'est voilà pour perdurer? Non, c'est pas quelque chose qui t'habite visiblement. Non. Alors, ça ne veut pas dire que c'est absent de mes motivations inconscientes et profondes. L'acte d'écrire, évidemment, on le sait, c'est laisser une trace, c'est évident. Je ne suis pas dans l'oralité. Non, bien sûr. Il y a alors, pour parler de l'écriture et de la forme cette fois, il y a quelque chose d'assez frappant quand on te lit, c'est souvent des phrases très longues et qui viennent presque, avoir une sonorité, j'allais dire quelque chose de, et alors du coup pour aller plus loin, presque de musical. Est-ce que là, dans ce cas-là, c'est aussi une volonté d'être cohérent tout simplement avec la musique dont tu parles? Alors, je pense que les phrases très longues qu'il y a notamment dans Le Bleu du Lac et beaucoup dans ce livre-là viennent du fait que ce sont des voyages intérieurs. On a parlé de voyage, c'est un homme qui fait un voyage à Jérusalem, mais c'est aussi un voyage intérieur, donc c'est un monologue intérieur. Et dans les deux cas, ce sont deux personnages, malgré leurs différences, qui sont dans un état de grande fragilité au moment où ce récit démarre. Et ces phrases traduisent, ou sont censées traduire, en tout cas dans mon esprit, cette fragilité-là, cette sensibilité très particulière au moment où quelque chose de bouleversant se passe dans leur vie. Dans le cas de Robert, c'est justement cette silhouette aperçue via Dolorosa dans la vieille ville de Jérusalem. Donc il y a un trouble qui s'installe à ce moment-là, qui amène qui déclenche cette pensée
en mouvement et un mouvement assez violent en fait. Hein. Il est secoué réellement par ces vagues qui le submergent, hein, de souvenirs, de cette mémoire-là, de cette relecture de toute une vie finalement, ou une moitié de vie peut-être à son âge. Mais pour moi, le phrasé, le rythme de la langue qu'il emploie, tout cela doit traduire cet émoi, ce bouleversement, cet état de... Oui, oui c'est ça, comme une pensée lancinante. Quoi. Comme une pensée lancinante, oui. Alors, il y a évidemment... je n'ai pas inventé cette façon d'écrire non plus. Je pense à Virginia Woolf, c'est une influence très importante pour moi, inconsciente. C'est pas un modèle pour moi, je ne m'accroche pas à un modèle quand je commence à écrire, mais je pense que j'étais marqué par ce procédé qui permet justement de creuser comme ça très profondément dans l'inconscient d'un personnage. Et de fonctionner un peu par association d'idées, presque comme en psychanalyse en fait. C'est une idée amène une autre. Hein. Mais parce que notre petite... Ça fonctionne réellement comme ça. Quand on s'astreint à faire des narrations beaucoup plus chronologiques, etc., ça a un sens aussi, mais dans ces récits-là, en tout cas, dans le dernier, c'était important pour moi de suivre réellement la pensée de Robert, et quitte à prendre tout le temps des chemins de traverse, parce qu'elle est rarement linéaire. Et ça, c'est important pour moi aussi dans mes textes, souvent de montrer que nos émotions, nos pensées, c'est un enchevêtrement en fait des temps, du passé, du futur et du présent. On est rarement que dans le présent, ou rarement dans une reconstruction d'un passé. La fiction nous offre souvent justement cette illusion d'une linéarité chronologique. Et réellement, dans notre esprit, c'est souvent très embrouillé en fait, et les trois temporalités cohabitent. Et cette simultanéité des temps, j'essaie justement de la transcrire par cette langue en fait très en mouvement, que j'espère assez souple en fait. C'est ça que j'essaie de faire. Bien sûr. Et tu parlais de Virginia Woolf. J'allais te demander, est-ce qu'il y a chez d'autres aussi inconsciemment chez toi, ce modèle-là? Chez d'autres auteurs, je veux dire. Ah. J'ai vraiment du mal à... Je citerai Thomas Mann, parce que Thomas Mann, c'est un écrivain du trouble, je trouve. Et je citerai Forster aussi, E.M. Forster, l'écrivain britannique. Beaucoup plus classique dans la forme, et qui un écrivain aussi comme ça, voilà, du trouble, du pas de côté. Donc ça, c'est des choses voilà, qui moi, m'ont ému dans ma longue vie de lecteur. Maintenant, d'abord, là aussi, c'est très mouvant pour quelqu'un comme moi, évidemment. En plus, c'est aussi mon métier, être éditeur, donc ça se rajoute quand même à ces piles de lectures que je fais pour mon plaisir, et aussi des lectures que je fais en tant que lecteur professionnel. Donc, j'aime bien me raconter des histoires aussi sur le fait que dans ma tête, je dis que c'est extrêmement cloisonné entre ma vie d'éditeur, et lecteur, et ma vie d'écrivain. Donc j'ai vraiment besoin... Alors d'abord, c'est une question de rythme, presque dans la journée, parce que j'écris très tôt, le matin. Avant de travailler. Voilà, j'écris au réveil en fait, la plupart du temps, pas exclusivement, mais beaucoup. Vraiment l'essentiel, cette phase de jaillissement qui va vraiment donner le corps du texte. Le retravail, ça peut se faire à d'autres moments, après quand on retravaille un texte, notamment avec Sabine, mon éditrice. Mais quand je retravaille les textes, je peux le faire à d'autres moments de la journée. Mais le jaillissement en fait de mes histoires, c'est en général au petit matin, comme quand on est un peu une page blanche. Donc je ne suis pas encombré d'autres histoires, un peu
encombré de rêves, peut-être, mais ça peut être assez moteur. Mais je ne suis pas encombré encore ou pollué par les histoires des autres. Que tu vas lire après. Ouais. Voilà, ça, ma journée va être consacrée à ça. Mais ces moments-là d'écriture, c'est pour ça aussi que je peux me raconter cette histoire-là, que c'est cloisonné, parce qu'évidemment, c'est pas aussi étanche. Mais donc, tu vois, j'ai du mal à répondre à cette question de quelles influences se jouent exactement, se retrouvent dans mon écriture. Non, je comprends. Mais est-ce que, si tu réussis à cloisonner, mais est-ce que le fait d'être toi-même éditeur, j'imagine que peut-être il y a une pression aussi supplémentaire à écrire, c'est-à-dire tu te dis, bon, c'est mon métier, j'édite les autres, il faut que mon texte à moi aussi soit forcément bon, j'allais dire. Je pense pas du tout à ça. Non, il n'y a pas ça. Non, je pense vraiment pas à ça. Le fait est que je n'ai jamais voulu être écrivain, j'ai toujours, j'ai toujours voulu être éditeur. Ouais. Le mythe familial veut qu'à 6 ans, je racontais que je voulais faire des livres plus tard, donc je ne disais pas éditeur, je savais pas je connaissais pas le mot. Mais je disais, paraît-il, très vite, après avoir appris à lire et à écrire, que je voulais faire des livres. C'est ma mère qui racontait ça. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas de souvenir, mais de ça. Et c'est vrai que assez vite, c'est ce métier-là que j'ai voulu faire. Oui. Je ne vais pas du tout hésiter, je n'ai pas cherché, je n'ai pas tâtonné, je fais ça sans avoir d'autres idées. Je n'ai pas du tout cherché d'autres idées. Ce qui est un peu, qui traduit une très grande naïveté, parce que je ne me posais aucune question, je me disais c'est ça que je vais faire, je n'ai pas du tout réfléchi. Mais c'est vraiment, ça traduit aussi vraiment un désir très profond, c'est ça que je voulais faire et rien d'autre. Et l'écriture, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu un journal intime en fait, donc j'ai toujours eu une pratique de l'écriture, mais c'était pas une écriture fictionnelle. Et tout d'un coup, ces histoires, ces fameuses voix que j'entends, sont venues beaucoup plus tard en fait. Et pour quelle raison tu penses que... Parce que tu as commencé à écrire à quel âge ? Alors, on a publié Les Bains de Kiradi en 2008, tu as dû recevoir le manuscrit en 2006, non? Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Donc, j'ai dû écrire en 2005-2006 en fait. Oui. Alors, je ne peux pas. Alors, on va faire un petit moment psychanalytique, donc c'est toi qui vas interpréter ce que je vais te raconter. Je peux juste raconter les circonstances dans lesquelles j'ai commencé à écrire en fait. Et ça a à voir avec le mot trouble que j'ai employé tout à l'heure. Je pense que vraiment qu'il y a quelque chose qui se joue autour de ça. Donc tu vas me donner la clé. Ce week-end-là, j'étais invité à un mariage d'un ami proche. J'étais seul. Je suis allé seul à ce mariage. Et pendant toute la soirée, pendant toute la fête, je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Dans ce couple, dans cette histoire de mariage. J'ai senti un malaise tout au long et j'avais l'impression que personne autour de moi sentait ce malaise. Oui. Et donc tu n'en as pas parlé. J'en ai pas parlé. Je suis rentré à 2h du matin de ce mariage et j'arrivais pas à trouver le sommeil. Et j'ai commencé à écrire, ce qui est devenu Les Bains de Kiradi en fait. Qui raconte l'histoire quand même malgré tout d'un malaise entre un homme et une femme, un homme qui n'arrive plus à communiquer, qui a du mal à être père, etc. Bon. Mais c'est le seul lien évident entre ce mariage, cette soirée de mariage et Les Bains de Kiradi. Il n'y a pas d'autre rapport direct. Et ça s'est fait dans une sorte d'état d'apnée. En fait, j'étais comme en apnée. En fait, j'ai commencé à écrire à 2h du matin. J'ai écrit tout le week-end jusqu'à lundi matin sans dormir, sans manger, sans rien faire d'autre. J'ai tapé ce texte et je l'ai rangé dans un tiroir en disant bon voilà, t'as eu besoin de faire ça, mais c'est pas ton métier, tu es éditeur, t'es pas auteur, etc. Et puis pour moi c'est terminé cette histoire-là, j'avais juste eu besoin de commencer à coucher sur papier cette histoire, qui tout d'un coup a demandé à être entendue dans ma tête et j'écris à la main, donc je devrais pas faire ça parce que j'écris à la main. Et puis j'ai réussi à laisser ce manuscrit dans un tiroir quelques semaines, et puis ça me réveillait la nuit. Donc j'ai commencé à me lever à 5h du matin pour juste, et là l'illusion était de me dire je fais ça uniquement pour pouvoir me rendormir. Donc je continuais à écrire et je me recouchais à 5h du matin, ou à 6h du matin. Et puis évidemment je me suis rendu compte qu'il y avait plus que juste le besoin de se rendormir et qu'il y avait besoin peut-être
de voir si j'arrivais à mener à bien moi aussi cette histoire jusqu'au bout. Et puis c'est devenu un manuscrit que j'ai montré à Sabine Despizer. Et la suite a démarré avec la publication en 2008. Mais alors, est-ce que ces deux amis sont toujours ensemble? Est-ce que leur mariage fonctionne? Non, j'allais dire, est-ce que du coup, si tu n'avais pas ressenti ça, tu n'aurais pas commencé à écrire? Donc l'écriture, elle vient de quelque chose qui cloche, en fait, de quelque chose qui... Je suis désolé, mais j'ai eu raison parce que le mariage n'a même pas duré 3 mois. En fait. Ah oui. Oui, bon, bah, c'est voilà. terrible d'ailleurs de se dire ça. Ouais. Mais l'écriture ne peut pas naître d'un sentiment serein, j'allais dire, calme, heureux. Il faut que ça vienne de quelque chose qui ne va pas. Je pense que l'écriture c'est une nécessité en fait. Et la nécessité, elle ne vient pas d'un état de sérénité absolue. La nécessité de dire quelque chose, de creuser quelque chose, de questionner quelque chose, d'interroger quelque chose, ne vient pas dans un état de zénitude absolue. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être pas certainement le point de départ n'est jamais le même pour les écrivains, mais je pense qu'il y a toujours soit le trouble, soit le malaise, soit le questionnement qui sont des points de départ, mais alors, qui peuvent être de nature extrêmement variée. Mais il me semble en tout cas que les livres qui comptent pour moi en tant que lecteur sont des livres qui me donnent cette impression de nécessité. C'est-à-dire que ce sont des livres qui répondent à quelque chose. Et de là, je crois qu'on peut quand même... on peut en déduire, me semble-t-il, que l'écriture n'a pas un rôle, n'a pas une fonction. J'aime pas ces mots, en fait, quand on accole comme ça un rôle, une fonction à l'écriture, mais que la naissance, en fait, le désir d'écriture, en fait, et la nécessité d'écriture, ça va ensemble, le désir et la nécessité, en fait. Et je pense que les grands textes sont écrits quand, justement, le désir rencontre comme ça cette nécessité, en fait. Ouais. Et je crois que parfois des livres s'imposent comme ça à nous parce qu'on ressent une urgence en fait que l'écrivain a réussi à traduire en mots, à mettre en forme. Et ces textes-là finalement qui font la littérature que nous aimons et qui nous émeut et qui changent nos vies, qui nous transforment. Moi j'aime les livres en tant que lecteur où j'ai l'impression que je suis un tout petit peu différent à la fin de la lecture qu'avant de l'avoir entamé. Et donc ces livres-là, forcément, s'ils sont des livres qui ne touchent qu'à des points superficiels de bonheur et de youpla boum, tout va bien, ça ne va pas forcément produire ce résultat-là, cet effet-là sur moi. Donc oui, la douleur est jamais bien loin, en fait, comme point de départ. Là, pour revenir au fond du texte, j'allais te demander, enfin, si dans tes prochains textes, tu penses à replacer des personnages, j'allais dire identiques, à travailler sur ces mêmes personnages, et puis aussi sur... Est-ce que tu fonctionnes comme ça? C'est plutôt ça ma question. Est-ce que tu fonctionnes en te disant je vais placer Émile dans le prochain, etc. Ou bien est-ce que au début d'un manuscrit, tu cherches à replacer des thèmes qui te sont chers, parce que là aussi on parle de musique, de filiation, enfin on pourrait aussi parler de l'homosexualité quand même, de deux des trois personnages principaux qui étaient aussi dans le précédent roman. Est-ce que tout ça va revenir encore chez toi, tu penses, dans le prochain? Ou pas, tu penses, parce que je pense que tu écris déjà. Oui, j'écris toujours quand... alors, c'est très important pour moi, en fait. Je tiens vraiment à avoir un livre en cours d'écriture quand le livre sort, parce que ça me décentre par rapport à la publication.
c'est pour être un auteur moins pénible pour mon éditrice, hein, parce que les auteurs qui sont comme ça complètement angoissés par est-ce que je vais avoir un article dans Télérama, voilà, je sais ce que c'est, parce que là du coup peut-être mon métier me sert quand même. Donc je ne veux pas être cet auteur-là. Et en fait, quand j'ai un livre en chantier, en écriture, en fait, je suis déjà décentré par rapport au dernier. Et du coup, je vis avec beaucoup plus de sérénité de la sortie des livres, même si là, par exemple, c'est quand même une sortie très particulière en période de confinement, et parce que cette absence de pouvoir rencontrer les lecteurs qui sont là derrière la caméra, moi en temps normal, c'est un de mes plaisirs, en fait, au moment de la sortie d'un livre, d'aller en librairie, et un peu partout en France d'ailleurs, je fais ça vraiment beaucoup pour les derniers livres, et c'est vraiment pour moi, ce sont des moments importants d'avoir ces discussions-là, ce retour-là des lecteurs. J'ai pas pu le faire là, mais ça me permet en tout cas d'être serein en fait, parce que mon esprit est quand même du matin au soir déjà, on écrit toute la journée en fait. Je veux dire, manuellement, si j'ose dire, j'écris le matin entre 5 et 7, mais toute la journée, je peux avoir des idées. D'ailleurs, j'ai toujours un carnet, mon carnet est dans mon sac. Je peux, ça c'est pas arrivé sur le trajet en vélo, mais ça aurait pu m'arriver que je m'arrête au milieu du trajet pour noter une idée. Ça m'est arrivé d'être en piscine et de m'arrêter au milieu de mon kilomètre de crawl parce que j'ai une idée, je sors, j'ai mon carnet toujours avec moi. Et cette idée, c'est quoi? C'est une phrase ou bien c'est un cheminement? Oui, c'est une phrase en général, parce que vraiment, ça passe par la voix, ça passe par la musique de la phrase, donc c'est précisément une phrase que je ne veux pas rater, que je ne veux pas oublier. Parce que ça me paraît, c'est là où je deviens très obsessionnel, ça me paraît la formulation exacte de mon idée. Et il n'y a pas d'autre formulation possible, donc celle-ci, je ne veux pas la perdre. Elle vient de me paraître comme étant la seule façon de dire ce que j'ai besoin de dire à ce moment-là précisément du livre. Donc il ne faut absolument pas que je perde cette phrase-là telle qu'elle je viens de l'entendre. Donc je fais tout pour, peu importe où ça arrive et quand ça arrive, pour pouvoir... C'est pour ça que j'écris à la main. Parce qu'un petit carnet Moleskine et un crayon, bon, on l'a toujours, un ordinateur portable, non. J'ai pas ça avec moi quand je vais à la piscine ou à la plage. Donc c'est cette manière-là d'écrire qui fait que je cours comme ça après le mot juste, l'expression qui me paraît vraiment pertinente pour traduire une idée qui m'obsède et que je veux vraiment exprimer de cette manière-là et pas autrement. Et alors, est-ce que ce narrateur est dans le prochain? Ou est-ce que Émile est dans le prochain? Est-ce qu'il y a les mêmes personnages, quoi, tout simplement? Il y a un personnage il y a un personnage où voilà, oui, surtout un personnage de ce roman-là qui va devenir le narrateur du prochain. D'accord. Et ça, c'est pas en même temps dans ta tête, tu te dis pas au départ, je vais faire, je sais pas, une trilogie, quelque chose comme ça, c'est pas pensé d'avance. Non, non. C'est tout d'un coup, il y a une voix qui s'impose, voilà. Et que tu as envie de faire revenir. Oui, que j'ai envie de faire revenir. Voilà. D'accord. Pour être honnête, là j'ai eu une autre idée en fait au départ, quand on avait fini la relecture de ce livre-là. Et il y a une petite voix comme ça que j'entendais, mais j'entendais assez faiblement, donc je ne suis pas allé bien loin parce que je n'entendais pas assez distinctement. Donc peut-être elle reviendra cette voix-là. Donc c'était un autre narrateur qui était aussi dans un précédent livre. Et puis je ne l'ai pas bien entendu, donc j'ai pas... Les écrivains ont un côté Jeanne d'Arc en fait. Voilà, c'est terrible. Voilà. Bon, merci beaucoup. Peut-être y a-t-il des questions Alors, en fait. pas pour le moment. Enfin, moi j'en avais une, alors qui est une question complètement auto-centrée sur le 15e arrondissement, parce que le précédent livre se passe en grande partie à l'île aux Cygnes. Oui, tout à fait. Ce que j'ai vu avec ravissement la dernière fois. Pourquoi ce choix-là, cet univers-là, la tour, l'île, enfin, comment c'est venu? Je me promène beaucoup dans Paris, à pied ou à vélo, et cette île, très étrange, m'a fasciné comme un des lieux les plus méconnus de Paris, les plus insolites, et tout d'un coup, ça me paraissait évident que la rencontre de mes deux protagonistes devait avoir eu lieu là.
c'est une ambiance très particulière, hein, faire Ouais. ce petit bout du 15e arrondissement là, avec Beaugrenelle comme un peu moche en face, et puis bon, la Seine quand même, voilà, la maison de la radio pas loin, cette statue de la liberté complètement incongrue, tout ça me paraissait, ça s'imposait comme ça, comme voilà, comme sans doute quelque chose d'assez neutre en fait. Enfin, ce qui est assez important dans l'histoire de ces deux personnages, c'est que à nouveau c'est un homme qui loue cet appartement, enfin qui achète cet appartement avec vue sur l'île et la statue de la liberté, au moment où il change tout dans sa vie en fait. Il vient de quitter Londres, il pensait épouser une femme et devenir le père adoptif d'un petit enfant. Tout ça s'arrête du jour au lendemain, il rentre à Paris, il ne sait pas où se poser, il a les moyens, donc il se pose là, il n'en bouge pas. Et c'est un peu la neutralité de cet environnement urbain, parce que c'est quand même assez neutre comme... Un peu froid, ouais. Voilà, c'est assez étrange et assez neutre. C'est pas le Paris historique, voilà, c'est pas l'ultra-centre de Paris, qui s'est imposé comme... c'est là, quelqu'un comme lui qui a besoin d'écrire une page blanche, enfin de sa vie, une nouvelle page. Il avait sans doute besoin de ce type d'endroit-là, et bing, c'est là qu'il va rencontrer son compagnon, son futur compagnon, et l'histoire démarre. Ouais. Donc ça c'est... Mais c'est cet endroit-là du 15e, oui, m'a frappé comme étant assez... assez singulier comme ambiance. Et pour Le Bleu du Lac, qui est quand même le livre par lequel j'ai commencé à vous lire, il est un petit peu à part, Le Bleu du Lac, parce que déjà on a la tête d'une femme déjà. Oui. Et alors peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il est fait référence dans Le Bleu du Lac à d'autres personnages des romans ou pas du tout? J'ai un petit doute maintenant que je pose la question. Oui. Pas beaucoup, je crois. Hein. Alors non, pas beaucoup. Non, voilà. Non, pas beaucoup, sauf que son mari est le narrateur de Septembre. Ah oui. Voilà, mais bon, il y a à peine fait allusion, il fait 12 apparitions dans le roman Le Pauvre. Et donc ce roman-là, il est plutôt c'était un peu exceptionnel de faire ce roman-là, qui est un peu hors de cette fresque romanesque, où vous pensez qu'il y aura d'autres comme ça romans qui vont sortir un peu de votre entreprise de démiurge. Alors, c'est vrai qu'il n'y a qu'un autre personnage qui apparaît, mais si on additionne vraiment tous les petits bouts, on comprend quand même que Viviane, donc la narratrice du Bleu du Lac, est la grand-mère de Simon Weber, Okay. Donc, qui est le 3e roman. Donc il y a comme un lien familial assez fort. Alors ça joue aucun rôle en fait quasiment, mais on apprend que à un moment donné elle parle quand même dans Le Bleu du Lac de sa fille Laura qui est décédée. Laura est la femme du narrateur du premier. D'accord. Okay. Donc voilà, c'est parce que j'ai pas lu les 3 premiers, voilà, c'est pour ça. Nous avons la joie d'avoir à Paris un collègue à vous, un libraire, qui, mieux que moi réellement, bientôt je lui demanderai conseil. Il a fait des arbres généalogiques et de mes romans, en fait. Voilà, Philippe Lecomte, d'un très bon libraire dans le 14e arrondissement. S'il y a des gens derrière la caméra qui habitent dans le 14e, le livre écarlate. Rue du Moulin Vert, dans le 14e, c'est un excellent libraire. Il a fait des petits dessins, des arbres généalogiques, etc. Donc, il sait mieux que moi le lien, l'âge de mes personnages et tout ça. Donc, mais finalement, oui, quand même, on peut tisser beaucoup de petits liens plus ou moins importants en fait, entre les personnages. Mais si on n'a pas envie de commencer par celui-ci de tes livres... Ça n'a aucune importance. Ouais. Est-ce qu'il y en a un que tu conseilles pour commencer ? Moi, j'ai continué à avoir une tendresse particulière pour Le Bleu du Lac. Et pour le premier aussi, parce que le premier a forcément une importance. Et je pense qu'il est, pour un lecteur qui a envie de rentrer dans mon univers, très facile en fait. C'est un roman d'un jeune homme qui va aller un peu à la recherche des origines de sa famille. Donc c'est un thème un peu comme ça, initiatique. Je pense que c'est... Et pourquoi Le Bleu du Lac ?
Le bleu du lac, je ne sais pas, c'est peut-être pour moi. Tu m'as posé la question si on peut écrire sur le bonheur en fait. Et je pense que le livre qui parle le plus du bonheur, c'est quand même Le bleu du lac. Ouais. Et du coup, c'est peut-être le roman où j'étais, pendant vraiment cette période d'écriture, qui a pris quand même du temps, pour trouver ce voyage là aussi de Viviane à Londres, et de trouver cette voie exactement. Mais ça m'a mis dans un état vraiment de grand bonheur, de grande félicité. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que j'ai une tendresse particulière. C'est quand même le roman dans ces 7 livres qui existent maintenant, qui cherche à dire le plus que oui, le bonheur existe. C'est quand même dans le bleu du lac que j'affirme ça avec le plus de force. Ouais, oui. Puis c'est un magnifique roman d'amour. Voilà, c'est un roman d'amour, donc c'est peut-être pour ça que, voilà. Dans le fond, je suis peut-être un romantique en ouais, fait, qui s'ignore en fait, je ne sais pas. Même si ça commence pas très très bien, mais je vais pas dévoiler pour ceux qui... Ouais. Non, il ne faut pas dévoiler, parce que c'est mieux que les lecteurs restent sur l'idée que c'est un roman d'amour, parce que c'est aussi vraiment un roman d'amour en fait. Alors, Une vie exceptionnelle est aussi un roman d'amour, et d'ailleurs quelque part celui-ci aussi. Oui, aussi, c'est aussi le... Voilà, oui. Mais la sensualité, la félicité, en fait, sont quand même des tonalités qui apparaissent plus dans le bleu du lac, encore que dans d'autres livres, il me semble. Mais, oui, t'es un romantique qui s'ignore pas vraiment non plus. Et juste pour revenir sur, lorsque moi j'aime bien les premières histoires, les premières publications d'un écrivain qui va trouver un éditeur, ce qui veut dire que là, si j'ai compris, vous avez envoyé le manuscrit à Sabine Lefideur qui l'a publié, ou alors vous avez envoyé à 150 000 maisons d'édition. Non, mais alors, moi dans ma situation justement un peu particulière quand même, à la fois étant déjà de la profession, je ne voulais pas du tout montrer ça à des confrères qui auraient été gênés. Il se trouve que... En te disant, c'est trop mauvais, je veux pas, c'est ça? Et vu que j'avais quand même un vrai doute sur, entre guillemets, ma vocation d'écrivain, parce que comme j'ai expliqué avant, ça s'est imposé comme ça à moi, avec ce manuscrit, avec cette voix, dans ces conditions que j'ai décrites tout à l'heure. Et je connaissais Sabine pour l'avoir croisée à mes débuts professionnels. Je la connaissais ensuite à travers les publications qu'elle avait déjà faites à ce moment-là dans sa propre maison d'édition, et qui m'ont beaucoup plu, beaucoup parlé, beaucoup touché. Donc je me suis dit, ça c'est un peu ma famille littéraire, ce que Sabine publie. Et puis c'est quelqu'un avec une franchise assez rare, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je voulais vraiment entendre l'avis très franc, direct de quelqu'un qui me dirait voilà, ça va pas. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'elle me dise ça va pas, et alors il y avait quand même du travail, c'était un manuscrit qui était encore en chantier, mais elle a quand même vu cette possibilité d'en faire un roman, et c'est devenu Les Pattes qui arrivent. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Et la vraie surprise pour moi était, du coup, quand le retravail du manuscrit d'Evan Kirali a été terminé, immédiatement après, la voix du narrateur de Lait de miel s'est imposée à moi. Et très vite, j'ai su que c'était le père du narrateur du précédent. C'est à ce moment-là que cette histoire de créer un univers romanesque avec des personnages interconnectés est née. Je ne savais pas du tout que j'allais faire ça pendant l'écriture de Dan Kirali. C'est vraiment quand j'étais au milieu de Lait du miel que ça s'est imposé. Alors, il y a une question de PB75003 qui nous dit: dans la plupart de vos livres, le thème du deuil est présent. N'est-ce pas également le cas d'une certaine façon dans ce nouvel ouvrage? Oui, sans doute, de manière légèrement différente, parce que c'est le deuil d'un amour qu'il doit sans doute faire au bout de 27 ans en fait. Il s'en rend compte en apercevant la silhouette de cette personne qui a tellement dominé par son absence en fait sa vie. Et il s'en rend réellement compte à quel point cette personne, par son absence, par
cette rupture amoureuse, c'est brutal. Au bout de 3 semaines, en fait, elle a représenté quelque chose pour lui qui va au-delà de la rencontre amoureuse, et il doit faire le deuil de ça. Donc, tout à fait, oui. Oui. D'ailleurs, c'est très vexant parce que j'ai l'impression que j'écris toujours sur le deuil au bout d'un moment. Mais non, je crois que les ruptures, les deuils, c'est évidemment Le pire, voilà, pas dit. des choses que nous rencontrons tous en fait. Et, En tout cas, vous en parlez très bien. Bon, écoutez, s'il merci. n'y a pas d'autres questions, Oui, voilà, d'autres, vous me remerciez merci beaucoup pour l'invitation. tous les deux d'être venus. Très Et puis heureuse dans cette belle librairie. Sabine, Vespizer qu'on ne voit pas, mais qui est venue qui est aussi. présente. Voilà. Et Je vous remercie. Oui, salut. C'est très agréable d'écouter son auteur parler de son livre. C'est devenu rare parler. Ouais. Et merci beaucoup cette invitation qui m'a vraiment beaucoup touché. Et j'espère que pour le prochain livre, on pourra vraiment faire ça Une vraie avec rencontre, les lecteurs de la librairie en face de nous, Ouais. dans cette belle librairie. tout à fait. Et Merci. donc la vidéo de toute façon sera visible en replay sur Instagram et puis sur la chaîne YouTube de la librairie. Merci. beaucoup. À